Excellences, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les intervenants, chers investisseurs, entrepreneurs, partenaires et amis de l'écosystème entrepreneurial, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la célébration de la Semaine mondiale des Business Angels 2026, organisée par la coordination nationale du Togo World Business Angel Investment Forum. Le thème de cette édition est favoriser la diversité et l'inclusion dans l'entrepreneuriat, construire des écosystèmes d'affaires plus solides pour accroître l'inclusion financière. Ce thème nous invite à réfléchir au rôle des investisseurs providentiels dans la croissance de nos écosystèmes entrepreneuriaux, dans le financement des PMI et startups, mais aussi dans l'accompagnement, la structuration, la gouvernance et l'ouverture de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs. L'objectif de cette rencontre est de mettre en lumière le potentiel des business angels pour le Togo, pour les entrepreneurs locaux, pour les PMI à fort potentiel et plus largement pour le développement d'un écosystème d'investissement plus dynamique, plus inclusif et plus durable. Pour ouvrir officiellement cette session, j'ai l'honneur de donner la parole à Madame Olatokunbo Ige, présidente nationale pour le Togo de la Semaine mondiale des investisseurs providentiels 2026. Madame la présidente nationale, vous avez la parole. Merci beaucoup, Edu. Excellence, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les intervenants, chers investisseurs, entrepreneurs, partenaires et amis de l'écosystème entrepreneurial, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre organisée dans le cadre de la Semaine mondiale des Business Angels 2026 sous le guide du World Business Angels Investment Forum. Le thème de cette année, favoriser la diversité et l'inclusion dans l'entrepreneuriat afin de construire des écosystèmes d'affaires plus solides et d'accroître l'inclusion financière, nous invite à regarder notre écosystème avec lucidité, mais aussi avec... Ce thème me parle particulièrement à plusieurs titres, comme business angel, entrepreneur en série, comme fondatrice de U-Trader, Livingstone Venturio, Eco-Village et Aquafarm, mais aussi comme président de Togo. À travers ces différentes expériences, j'accompagne et observe des entrepreneurs qui produisent, comme cycle, cultivent, emballent, vendent, emploient et cherchent à grandir. Cette expérience m'a permis de comprendre que l'inclusion financière n'est pas une idée abstraite. Elle se joue dans la capacité d'une femme entrepreneur à acheter plus de matières primaires, dans la possibilité pour une jeune consommateur d'améliorer son packaging, dans l'accès d'un artisan à un marché plus large ou dans la confiance qu'un investisseur accepte d'accorder à un PME encore en structuration. Au Togo, comme dans beaucoup de pays africains, l'entrepreneuriat est une question d'emploi, de dignité, de transformation économique, de souveraineté, productivité et d'avenir pour notre jeunesse. Chaque entreprise qui se formalise, chaque jeune ou femme qui développe son projet représente une possibilité de créer de la valeur localement. Si nous voulons bâtir un écosystème inclusif, nous devons d'abord élargir notre regard sur ce qui mérite d'être financé. Ces dernières années, les startups et les entreprises technologiques ont capté une grande partie de l'attention et des financements. Cela se comprend. Elles offrent souvent des perspectives de croissance rapide, des modèles plus facilement scalables et des stratégies de sortie plus lisibles pour les investisseurs. Mais l'économie réelle ne se limite pas aux applications, aux plateformes et aux solutions numériques. Nos économies ont aussi besoin d'entreprises agroalimentaires, industrielles, artisanales, logistiques, culturelles, commerciales, touristiques, sanitaires et éducatives. Elles ont besoin de PME qui transforment les produits locaux, structurent les chaînes de valeur, créent des marques africaines et répondent à des besoins concrets dans nos communautés. Le défi est donc double. Nous devons attirer davantage des investissements vers les entreprises non technologiques, mais aussi imaginer de nouveaux modèles pour rémunérer ceux qui prennent le risque d'investir dans ces entreprises. Partage des revenus, quasi-fonds propres, instruments hybrides, financement patient ou véhicules collectifs adaptés à nos réalités. Nous devons aussi mobiliser davantage de capital endogène. Nous ne pouvons pas attendre uniquement des capitaux extérieurs pour financer nos entrepreneurs. Une partie de la réponse doit venir de nos propres économies, de nos diasporas, de nos chefs d'entreprise, de nos cadres et de nos réseaux professionnels.
C'est là que les business angels sont essentiels. Ils permettent de transformer une épargne dispersée en capital utile, patient et engagé. Ils n'apportent pas uniquement de l'argent. Ils apportent de la confiance, du mentorat, du réseau, une culture de la redevabilité et une expérience qui peuvent transformer une petite entreprise prometteuse en entreprise solide. Les business angels jouent aussi un rôle important dans la construction de la confiance. Lorsqu'ils investissent, ils ont un signal au marché. Cette entreprise mérite d'être regardée, soutenue et préparée pour l'étape suivante. Nous devons également replacer cette CAF et du commerce de Achara Africa s'est tenue au Togo. Nous rappelons que l'intégration, cette intégration en permettant à des PME, des femmes, jeunes producteurs et des entrepreneurs locaux d'accéder à de nouveaux marchés. Le ZLECAf met aussi en place des outils concrets comme les PAPS, les systèmes panafricains de paiement et de règlement et le mécanisme en ligne de notification, de suivi et d'élimination des barrières non tarifaires qui constituent des rails importants pour faciliter les paiements, lever les obstacles au commerce et rendre l'intégration africaine plus possible. Mais pour que cette opportunité profite réellement aux entrepreneurs, il faut le préparer. Qualité, normes, emballage, traçabilité, logistique, information des marchés, financement, capacité de production et confiance. Enfin, l'inclusion ne doit pas signifier la création d'un écosystème artificiellement maintenu à flotte par les subventions. Les subventions peuvent avoir leur place, mais elles ne peuvent pas devenir le modèle permanent de suivi de nos entreprises, de suivi de nos entreprises. L'inclusion véritable consiste à créer les conditions pour que davantage d'entrepreneurs deviennent capables d'investir, de produire, de vendre, de rembourser, de rendre compte et de grandir. Les business angels ont ici un rôle fondamental. Aider à construire cette culture de responsabilité partagée, de performance et de résilience. Aujourd'hui, nos échanges porteront sur le rôle des business angels comme levier de croissance pour l'écosystème entrepreneurial, mais aussi sur ce qu'ils peuvent apporter au-delà du financement par équité. Ces discussions sont importantes pour le Togo car nous avons besoin de mécanismes adaptés à notre réalité. Des tickets parfois plus modestes, des entrepreneurs encore en construction, mais aussi un potentiel immense dans les secteurs productifs, les services, la transformation locale, l'intégration régionale et le commerce interafricain. Je souhaite que cette rencontre soit un espace franc, utile et orienté vers l'action. Je remercie très sincèrement tous nos intervenants, nos panélistes, nos partenaires, ainsi que toutes les personnes qui participent à cette célébration de la Semaine mondiale des Business Angels. Le Togo a besoin de plus d'investisseurs engagés, de plus d'entreprises prêtes à recevoir des investissements et de plus de collaboration entre ceux qui financent, ceux qui accompagnent et ceux qui entreprennent. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents échanges. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ce mot de bienvenue. Nous allons maintenant poursuivre avec le message vidéo du président mondial du World Business Angel Investment Forum, Bebas Altuntas. Dear Presidents, Prime Ministers, Ministers, country chairs and co-chairs, distinguished partners, and dear participants. As chair of the World Business Angels Investment Forum, an affiliated partner of the G20 Global Partnership for Financial Inclusion, it is my great honor to welcome you to World Business Angel Investors Week 2026, a global celebration of entrepreneurship, innovation, and collaboration. In an increasingly interconnected world, entrepreneurship has evolved into one of the most powerful forces for economic growth, job creation, and social progress. Yet, for entrepreneurship to truly reach its full potential, it must be available to everyone, regardless of gender, geography, income level, or social background. This year's theme, fostering diversity and inclusion in entrepreneurship, building stronger business ecosystems to increase financial inclusion, reflects our shared belief that inclusive ecosystems are not only more inclusive, but also more innovative, adaptive, and sustainable. As we have witnessed in past years, the World Business Angel Investors Week serves as a unique global platform that connects entrepreneurs, investors, policymakers,
educators, and thought leaders across borders and industries. The collaborative spirit that shaped last year's program demonstrated how partnerships can advance innovation and sustainable development worldwide. Today, we take that commitment even further by placing diversity and inclusion at the very center of our efforts. Diversity is not simply a social aspiration, it's an economic necessity. When we empower women entrepreneurs, support youth-led innovation, and enable underserved communities to participate in the startup economy, we unlock new sources of creativity and growth. Diverse perspectives lead to better solutions, stronger businesses, and more competitive economies. However, millions of entrepreneurs around the world still face significant barriers to accessing capital, mentorship, and professional networks. These barriers limit opportunity, slow innovation, and widen economic inequality. Removing these barriers is essential if we are to build stronger and more inclusive business ecosystems. Financial inclusion remains the cornerstone of this mission. Access to finance, particularly early-stage equity capital, enables entrepreneurs to transform ideas into scalable ventures. But capital alone is not enough. Entrepreneurs also require education, mentorship, market access, and supportive policy environments. Strong business ecosystems bring these essential elements together. They create pathways for entrepreneurs to grow, for investors to discover promising ventures, and for communities to benefit from sustainable economic development. In line with this commitment, WeBev continues to enhance entrepreneurial ecosystems through the World Chamber of Entrepreneurs for Economic Development, WENCHAM, a brand new global initiative of WeBev designed to connect entrepreneurs, investors, institutions, and policymakers under a unified framework. Through WENCHAM, we are building bridges between local innovation and global markets, enabling partnerships that support resilient ecosystems and expand access to finance for undeserved entrepreneurs. Throughout this week, through conferences, workshops, and roundtable discussions, we will explore how governments, financial institutions, and angel investors can collaborate to expand access to finance and empower inclusive entrepreneurial ecosystems. No country can build inclusive entrepreneurship alone. In today's digital age, innovation transcends borders. A startup in one nation can serve customers across continents, and investors can support entrepreneurs thousands of kilometers away. This interconnected reality calls for greater collaboration, shared knowledge, and coordinated action. World Business Angel Investors Week provides a global platform where nations, institutions, and entrepreneurs come together to exchange ideas, share experiences, and build partnerships that foster inclusive growth. Entrepreneurship is not only about economic growth, it is about empowerment. Inclusive entrepreneurship creates jobs, supports innovation, and empowers communities. It enables individuals to turn ambition into opportunity and transform local ideas into global solutions. Throughout this week, I invite each of you to reflect on how you can contribute to fostering diversity and inclusion within your own entrepreneurial ecosystems. Whether through policy reform, investment strategies, education programs, or mentorship initiatives, every action counts. I extend my sincere gratitude to our country chairs and co-chairs, our global partners, organizing committees, speakers, and participants.
Your dedication and leadership make this global movement possible. As we begin World Business Angel Investors Week 2026, let's reaffirm our commitment to diversity, inclusion, and financial inclusion. Let's work together to build stronger business ecosystems that empower entrepreneurs everywhere in the world. Together, we are building not only businesses, but inclusive economies, thriving societies, and a more prosperous future for all. Thank you. C'était le président mondial du World Business Angel Investment Forum, M. Baibars Altuntas. Nous poursuivons ensuite avec l'intervention de l'honorable Stella Dadieba Banya-Gamon, députée à l'Assemblée nationale du Togo, qui nous fait l'honneur de nous adresser quelques mots. Madame la députée, vous avez la parole. Donc, je vais partager avec vous ce que j'ai préparé il y a 48 heures. Donc, le Togo, comme de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, fait face à un défi majeur. L'exclusion financière, particulièrement pour les femmes et les jeunes. La diversité et l'inclusion dans l'entrepreneuriat ne sont pas seulement des valeurs sociales, elles sont des leviers puissants pour réduire les inégalités, créer des emplois durables et renforcer la stabilité économique. Alors, en termes de constat, nous avons vu 4 obstacles que nous avons identifiés. Le premier, c'est l'accès limité au financement. Comme vous le savez très bien, les garanties sont disproportionnées, les taux d'intérêt élevés, les produits financiers inadaptés. Le deuxième obstacle, c'est des facteurs socio-économiques, le faible accès à l'éducation entrepreneuriale, les discriminations persistantes et la fracture numérique. Le troisième obstacle pour nous, il est spécifique aux femmes. Le droit de propriété foncière qui est restreint, la double charge domestique, comme vous le savez bien, les stéréotypes sociaux et l'isolement des réseaux. Et le dernier, mais pas le moindre, l'analphabétisme, qui est un frein majeur à l'accès aux outils numériques et financiers. Alors, pourquoi bâtir des écosystèmes inclusifs? Il y a 4 raisons majeures pour moi. Un écosystème entrepreneurial inclusif permet de réduire les inégalités et donner des opportunités aux groupes marginalisés. Il permet de stimuler l'innovation et la créativité. Il permet également de renforcer la résilience économique face aux crises. Et ensuite, il permet d'accroître la légitimité sociale des femmes et des jeunes entrepreneurs. Alors, pour transformer la réalité, nous avons 6 leviers à activer. Alors, le premier levier, c'est les caisses villageoises. Vous savez, je suis députée du nord du Togo et ancienne banquière, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi, les caisses villageoises. C'est la première étape pour une inclusion financière adaptée aux réalités locales. Elles permettent aux femmes, aux jeunes analphabètes de gérer des petites épargnes et crédits solidaires. Elles renforcent la confiance communautaire et l'autonomie économique. Elles constituent un tremplin vers des dispositifs plus structurés comme la microfinance. Bien sûr, le deuxième levier, c'est la microfinance et les fintech. La microfinance permet de développer des services bancaires mobiles ou du microcrédit. Les fintech mettent à disposition des applications. Il faut aussi créer des fonds de garantie pour les entrepreneurs marginalisés et faire la promotion du crowdfunding et des solutions fintech. Ça, je pense que vous connaissez bien. Le troisième point, c'est le développement des capacités. Ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on fasse des formations courtes, pratiques en langue locale. Le mentorat, le coaching doit être ciblé pour les femmes et les jeunes et mettre en place des ateliers sur la gestion financière et le business plan. Je pense que quelque chose se fait, mais bon, je pense qu'on peut mieux faire. Le quatrième levier, c'est l'espace de collaboration. Il faut mettre en place des incubateurs, des accélérateurs inclusifs. Il y en a, mais ils sont tous concentrés dans la capitale, alors que l'avenir, c'est à l'intérieur du pays. Il faut aussi activer des hubs d'innovation et des espaces de coworking également concentrés dans le sud et pas à l'intérieur du pays. Il faut créer des réseaux diversifiés, des partenariats publics-privés. Ça, il y a des choses qui sont en train de se faire, mais il faudrait que ça soit spécifique à l'entrepreneuriat.
Et enfin, il y a les politiques et la réglementation. Bien sûr, on a la simplification des procédures d'enregistrement, mais il faut étendre ce dispositif à l'intérieur du pays parce que, comme vous le savez bien, nous sommes dans une logique de décentralisation et nous raisonnons en termes de territoire ou de région. Il y a les incitations fiscales pour l'entrepreneuriat inclusif, également la protection des droits des entrepreneurs, on peut mieux faire. Et enfin, la connectivité numérique, l'accès à Internet, le e-commerce, les solutions de paiement digital. Mais je voudrais insister sur un point, c'est que c'est l'approche qu'on a de l'entrepreneuriat. Il faut qu'elle soit une approche intégrée systémique. Il faut impliquer tous les acteurs, gouvernement, secteur privé, société civile, communauté locale. Les interventions doivent être coordonnées, durables, notamment une coordination interinstitutionnelle entre ministères et collectivités locales. D'abord, il faut que les ministères se parlent et en plus qu'ils créent des passerelles avec les collectivités locales. Bien sûr, il faut aussi la combinaison de leviers tels l'éducation, le financement, les infrastructures, le mentorat et le changement culturel. Donc, le reste, vous connaissez, il y a les guichets uniques territoriaux pour simplifier les démarches. Il y a les structures d'appui spécialisées, j'en ai parlé, des incubateurs publics et des centres de conseil. Et les solutions doivent être contextualisées au Togo. D'accord? Et il y a un point qui m'est important, c'est qu'il faut avoir une vision à long terme. Il faut planifier sur minimum 10 ans, maximum 20 ans. Alors, le troisième point qui me tient à cœur, c'est que si nous sommes dans une logique de décentralisation, il faut avoir une approche territoriale segmentée de l'entrepreneuriat. Vous savez, il y a l'espace urbain, semi-urbain et rural. Alors, pourquoi? Le principe, c'est qu'il faut adapter les politiques et les dispositifs selon le type de territoire. Est-ce que ce territoire est plus urbain, semi-urbain ou rural? La logique, c'est qu'il faut reconnaître que les besoins, les obstacles et opportunités ne sont pas les mêmes selon la densité, l'accès aux infrastructures et la structure économique. Car l'objectif est de différencier les solutions pour éviter une approche uniforme qui ne répond pas aux réalités locales. Alors, l'urbain, quels sont les besoins de l'urbain? Là, on a besoin juste de renforcer l'innovation, de leur donner l'accès aux incubateurs et à la compétitivité internationale. Pour le semi-urbain, il s'agit de développer des coopératives mixtes, de soutenir l'artisanat et les services et d'introduire le numérique progressivement. Dans le rural, il faut prioriser les caisses villageoises, l'alphabétisation, les formations pratiques et le mentorat communautaire. Et pour que tout ça marche, il faut mettre en place, bien sûr, une coordination nationale. Parce que le vrai problème, c'est l'exécution et l'opérationnalisation et la rigueur dans l'exécution. Donc, une coordination nationale doit bien faciliter, permettre d'adapter les politiques et programmes selon les spécificités territoriales pour éviter cette approche uniforme qui ne répond pas aux réalités locales. Alors, le quatrième point, pilier, c'est l'entrepreneuriat territorialisé. J'insiste, territorialisé. En anglais, on dit fit for purpose. Alors, l'entrepreneuriat territorialisé, le principe, c'est d'ancrer l'entrepreneuriat dans les ressources, institutions et dynamiques propres à chaque territoire. La logique, c'est de construire des écosystèmes économiques locaux structurés autour des chaînes de valeur, des coopératives et des partenariats territoriaux, avec comme objectif institutionnaliser, pérenniser l'entrepreneuriat comme moteur de développement endogène. Donc, ça veut dire aussi adapter les solutions aux réalités locales, valoriser les ressources locales, ainsi de suite. Je pense que ça, vous connaissez bien. Alors, un autre point, c'est le mentorat entrepreneurial territorialisé qui me tient à cœur. Souvent, quand on parle de mentorat, on est souvent dans la capitale, on oublie un peu ce qui se passe à l'intérieur du pays. Alors, pour le mentorat entrepreneurial territorialisé, il faut une représentation territoriale de la chambre de commerce, du patronat, de l'association des femmes chefs d'entreprise, de l'association des grandes entreprises du Togo,
elles doivent disposer de relais régionaux pour accompagner les entrepreneurs parce qu'elles doivent servir, ce sont des ambassadeurs, ils doivent servir d'exemple et tirer tous ces entrepreneurs qui sont dans le volet informel vers le volet formel. Alors, il faut également le réseau de mentors locaux, créer des cellules de mentorat dans chaque région en lien avec les incubateurs, les caisses villageoises, les coopératives. Il faut aussi transmettre l'expérience. Les grandes entreprises et les femmes chefs d'entreprise doivent apporter leur expertise aux jeunes et aux TPE et aux PME. D'ailleurs, même j'étais aux 25 ans de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo. J'ai démarré une discussion avec leur présidente en leur disant que ça, ce n'est qu'à Lomé. À l'intérieur, on ne vous connaît pas. On fait quoi? Donc, je pense qu'on aura cette discussion dans les semaines à venir pour voir comment mettre ça en place en collaboration avec la Chambre de commerce. Il faut également des chaînes de valeur renforcées. Le mentorat territorial facilite l'intégration de petites structures dans des partenariats avec les grandes sociétés. Il faut également une crédibilité, une confiance, parce que la présence de ces institutions au niveau local renforce la légitimité et la confiance des communautés. Et enfin, il y a une synergie institutionnelle qui s'articule entre politique nationale et réalité locale pour un accompagnement durable. Donc, le sixième point, c'est la chaîne de valeur territorialisée. Ça, je pense qu'on se comprend. L'agribusiness, transformation locale des produits agricoles, l'artisanat, tout ça, il faut intervenir, il faut avoir une approche régionale et voir quelles sont les forces de chaque région, les faiblesses et comment vraiment prioriser les produits et pouvoir les faire valoir. Alors, le dernier point, c'est la transition numérique inclusive. Répondre aux défis de l'analphabétisme, il faut mettre en place ou activer des applications mobiles simples avec des interfaces en langue locale, des pictogrammes. Et voilà pourquoi j'insiste sur cette partie-là, c'est parce que je suis beaucoup sur le terrain et je vois qu'avec les caisses villageoises, nous sommes capables, sur toute l'étendue du Togo, de mobiliser même 10 milliards, je vous assure. Parce que tous ces fonds qui ne rentrent pas dans le secteur formel, il y en a beaucoup. Il y en a énormément et je pense qu'il faut aussi, si nous voulons aller capter tout ça, il faut aussi que nous ayons des réponses qui s'adaptent aux réalités de ce que la cible attend de nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des formations numériques de base, modules courts sur téléphone, l'apprentissage par SMS et audio, des tutoriels adaptés aux personnes analphabètes. Voilà quoi. Donc, deux exemples concrets que j'ai voulu partager avec vous. Il y a Janta Tech Hub, lancé en 2026. Le Janta Tech Hub est un campus technologique à Lomé qui incarne cette transition numérique inclusive. Il offre des infrastructures modernes aux entrepreneurs, cible des secteurs clés comme l'agriculture, l'éducation, la finance, le commerce, pour créer des chaînes de valeur digitalisées. Janta est pensé comme le premier maillon d'un réseau national de hubs technologiques pour réduire la fracture numérique entre zones urbaines et rurales. Il y a également Togo Mall, créé en 2023. Togo Mall s'affirme comme le premier supermarché dédié exclusivement aux produits locaux togolais. Cette initiative novatrice illustre parfaitement l'institutionnalisation territoriale, la valorisation des chaînes de valeur locales, la diversité et l'inclusion entrepreneuriale, les écosystèmes d'affaires solides grâce à l'interconnexion producteurs, distributeurs, consommateurs et enfin l'inclusion financière facilitant l'accès au financement, la réduction des barrières à l'entrée et l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Les acteurs clés restent les mêmes, on ne les change pas. Le gouvernement s'occupe du cadre légal et de la réglementation. Les institutions financières sont les banques, les microfinances, les fintechs. Il y a la société civile qui est là pour sensibiliser et faire des plaidoyers. Le secteur privé doit se spécialiser dans le mentorat et les partenariats. Et les bailleurs de fonds pour le soutien financier, ça on le sait. Et les entrepreneurs doivent vraiment affirmer un leadership et être des champions de l'innovation. Alors, quels sont les résultats attendus? C'est l'augmentation du taux d'inclusion financière, plus d'entreprises créées par les femmes et les jeunes, la création d'emplois durables, la réduction de la pauvreté, l'écosystème entrepreneurial plus résilient et diversifié,
Une transition numérique inclusive accessible même aux populations analphabètes à travers des initiatives comme Janta Tech Hub et la valorisation des produits locaux à travers des initiatives comme Togo. Alors pour terminer, je dirais que favoriser la diversité et l'inclusion dans l'entrepreneuriat n'est pas seulement une question de justice sociale. C'est une stratégie de développement durable qui transforme les communautés et renforce la stabilité économique du Togo. L'approche intégrée systémique, combinée à une approche territoriale segmentée de l'entrepreneuriat, à un entrepreneuriat territorialisé, à un bras territorialisé, à des chaînes de valeur territorialisées, doit être complétée par une transition numérique inclusive. C'est une combinaison cohérente d'intervention. Le secret du succès n'est pas une nouvelle théorie, mais plutôt l'exécution rigoureuse et l'apprentissage en continu basé sur des résultats réels. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Merci pour votre intervention. Nous retiendrons l'importance d'une approche intégrée systémique, l'importance d'une vision à long terme, l'importance d'une coordination nationale, ainsi que l'entrepreneuriat territorialisé. Merci aussi pour les nombreux exemples que vous avez utilisés, qui nous ont enrichis, tels que les caisses villageoises, Tchantatec et Togomol. Je vais maintenant passer à notre prochain euh, euh, participant, qui est Monsieur Joël Nana Conchou, fondateur et président de Macquarie Ventures, ancien directeur général d'Eneo au Cameroun et ancien vice-président de Schlumberger. Monsieur Conchou, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un immense privilège de prendre la parole aujourd'hui autour d'un sujet stratégique pour le développement économique de notre continent. Construire des écosystèmes d'affaires solides pour les jeunes entreprises. Comment construire un écosystème solide quand des milliards de jeunes, des milliers de jeunes et des femmes porteurs des projets innovateurs continuent à rencontrer d'énormes difficultés d'accès au financement, à une formation adéquate, au mentorat, aux différents marchés et réseaux d'affaires? Pour nous, chaque talent qui ne peut s'exprimer, chaque entreprise qui ne voit pas le jour faute d'accompagnement ou de financement représente une opportunité manquée de créer de la richesse et des emplois. Nous devons trouver des pistes pour surmonter ces difficultés en nous appuyant sur la diversité et l'inclusion financière qui sont à nos yeux une nécessité économique stratégique pour bâtir des économies résilientes, innovantes et compétitives. Pourquoi je suis là cet après-midi? Je suis connu comme un expert en énergie fossile et en électricité, administrateur des entreprises, acteur communautaire. Mais au-delà de ça, je suis un investisseur et je travaille avec plusieurs véhicules d'investissement et d'accompagnement entrepreneurial, notamment le Cameroun Investment Club de Houston, qui est concentré dans l'immobilier, la bourse et la crypto. Macquarie Venture, c'est un fonds d'investissement au Cameroun pour les startups. l'AFNI Venture, c'est le fonds d'impact créé en Inde pour la deep tech. Et je suis membre des réseaux d'Angel Investors de Cameroun Angel Network et African Business Angel Network. Donc, j'œuvre depuis plusieurs années à renforcer l'écosystème entrepreneurial à travers le mentorat, l'investissement, le plaidoyer économique, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. De cette expérience, j'ai pu observer une réalité fondamentale. Les écosystèmes entrepreneuriaux les plus performants ne sont pas ceux qui disposent de plus de ressources financières. Ce sont ceux qui répondent aux besoins de leur marché et qui savent identifier, attirer et soutenir les talents dans toute leur diversité. En d'autres termes, la performance n'a ni genre, ni origine sociale, ni adresse géographique. Elle est partout. Les opportunités, malheureusement, ne le sont pas encore, mais nous y travaillons. Nous y travaillons pour l'écosystème, nous y travaillons surtout pour l'entrepreneur qui représente aujourd'hui un des moteurs du développement économique. Si les petites et moyennes entreprises, les PME, cherchent à générer des profits stables
et linéaire avec un modèle économique éprouvé, les startups, quant à elles, visent la croissance en révolutionnant un marché grâce à l'innovation. En révolutionnant un marché grâce à l'innovation. Et ici, je dois signaler qu'une idée ne devient projet que lorsqu'elle rencontre le besoin et apporte une solution viable. Elle répond au marché. Évidemment, le processus de mutation d'une idée en projet est connu. Il faut mettre en place une équipe diversifiée qui croit au projet et qui croit à son porteur. Ensuite, obtenir la confiance de son entourage le plus proche, friends and families, en tant que premiers investisseurs. Transformer l'idée innovante en produit viable et ensuite tester le produit sur le marché pour obtenir les premiers clients et générer des revenus. Une fois l'existence d'un marché prouvé, l'entrepreneur devient crédible et peut accéder à des financements plus importants et développer son produit, accélérer sa croissance. Ceci semble facile, mais l'accès au financement demeure un obstacle majeur pour la majorité des jeunes entrepreneurs et un élément critique pour l'écosystème. De nombreuses startups et apps ne disposent pas de garanties bancaires. Ils manquent de crédibilité auprès des investisseurs ou ils évoluent dans l'informel. Mais de l'autre côté, certaines entreprises qui ont obtenu des financements ne favorisent pas la confiance auprès des investisseurs car ils préfèrent des dons à l'investissement. Pour nous, les dons rendent paresseux et dépendants. L'investissement vient avec une certaine redevabilité qui nécessite discipline et résultats. Pour susciter la confiance, les entreprises doivent remplir leurs obligations. Ils doivent communiquer régulièrement et surtout lorsque les difficultés se présentent. L'investissement implique un partage de risques, un travail en commun. Par conséquent, les entrepreneurs ne doivent pas être frileux quand il s'agit de la répartition des parts contre l'investissement. Au vu de ces obstacles, il devient essentiel de développer des mécanismes qui commencent par des personnes de bonne volonté, qui disposent des moyens financiers et qui acceptent de prendre le risque sur la start-up avec leur argent propre. C'est cela qu'on appelle des angel investors. Plus on aura de ces anges, mieux l'écosystème se comportera. Le système ne pourra se développer que si les promoteurs ayant reçu des fonds se comportent d'une manière exemplaire et surtout si leurs projets réussissent. Des fonds d'investissement accessibles doivent prendre le relais de ces premiers investisseurs une fois que l'entreprise entre dans son mode de croissance. J'ai personnellement contribué au renforcement de l'écosystème, surtout au Cameroun, à travers Macoé Venture. La philosophie de Macoé Venture est simple. Nous finançons pas seulement des projets, nous construisons des entreprises solides, structurées et capables de générer à la fois des bénéfices financiers et d'avoir un impact durable sur la société. Dans notre portefeuille, nous avons une vingtaine d'entreprises issues de la fintech, de l'énergie, EduTech, mobilité, agritech, diversement et bien d'autres. 40% d'entre elles ont des femmes promotrices. Macoé prépare les startups à devenir investissables par un accompagnement juridique, financier et stratégique. Donc, j'encourage chaque investisseur présent participant à ce forum de consacrer une part significative de son portefeuille aux startups portées par des entrepreneurs issus de la diversité. C'est la pépinière pour demain. Nous avons la conviction que créer un écosystème qui est réellement un moteur de croissance durable, il doit être inclusif, plus accessible et davantage connecté aux réalités et aux catégories des populations. Il doit être basé sur la diversité. Diversité de genre, de profil, diversité d'idées et surtout diversité d'expériences. Pourquoi? Parce que l'innovation naît souvent de la diversité. Lorsque plusieurs personnes issues d'horizons variés travaillent ensemble, elles apportent des points de vue complémentaires qui permettent de mieux comprendre les besoins du marché, d'anticiper les risques et d'identifier de nouvelles opportunités. Des études montrent que les équipes mixtes
en termes de genre, d'origine, génération, prennent des meilleures décisions d'investissement et génèrent des retours de haute qualité. La diversité n'est donc pas une contrainte ni une broutille. Elle constitue une véritable richesse stratégique. En Afrique, ça prend une dimension particulière avec une large population jeune venant de plusieurs ethnies, donc plusieurs cultures, avec une forte représentation dans la diaspora et donc nous devons tenir compte. Le genre féminin, qui est de plus en plus éduqué, prend une place prépondérante dans la construction du continent et la transformation digitale connecte les individus de tout horizon. Notre rôle est de construire des canaux qui permettent d'émerger des actions. C'est une action collective entre les gouvernements, les investisseurs privés, les incubateurs et toutes les autres structures d'accompagnement. Nous savons tous, hein, j'ai peut-être une redite ici, les pouvoirs publics, des réglementations évoluent sur le continent, mais trop lentement et trop silencieusement. Il faudra un cadre réglementaire qui simplifie les procédures administratives, construire des infrastructures performantes dans le digital et dans l'énergie, encourager l'investissement avec des incitations fiscales et soutenir des politiques qui favorisent l'inclusion économique. Du côté des investisseurs, ils sont appelés à prendre plus de risques, à mettre des fonds à la disposition des entreprises innovantes et des projets à impact social, de promouvoir la diversité dans leur choix d'investissement et d'accompagner les entreprises avec toute leur expérience. Investir dans les talents locaux, c'est investir dans l'avenir de l'Afrique, fixer des fondations solides de l'écosystème. Les incubateurs, accélérateurs et réseaux de mentorat permettent aux entrepreneurs de renforcer leurs compétences, accéder au marché, développer leur réseau et améliorer la crédibilité auprès des partenaires financiers. Le mentorat reste d'ailleurs l'un des outils les plus puissants pour transformer une idée en entreprise viable. Mesdames et messieurs, construire des écosystèmes d'affaires solides, inclusifs est aujourd'hui une priorité pour l'Afrique. Favoriser la diversité et l'inclusion dans l'entrepreneuriat signifie donner une chance à chaque talent, démocratiser l'accès au financement, encourager l'innovation et la transformation digitale, bâtir une économie plus équitable et plus résiliente. L'avenir de l'entrepreneuriat africain dépend de notre capacité collective à créer un environnement où chacun, indépendamment de son origine, de son genre ou de sa condition sociale, peut entreprendre, innover et prospérer. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Joël Nana Conchou, pour cette intervention riche et inspirante. Nous retenons notamment que la construction d'écosystèmes d'affaires solides pour les jeunes entrepreneurs ne dépend pas uniquement du financement, elle repose sur l'accès au mentorat, au marché, au réseau, à la formation, à la confiance et à un accompagnement structuré. Merci beaucoup, Monsieur Conchou. Merci, Madame la députée, pour vos interventions. Donc, nous aurons maintenant la première table ronde consacrée au thème les Business Angels, un levier de croissance pour les écosystèmes entrepreneuriaux. Cette discussion vise à clarifier non seulement ce qu'est un business angel, mais à comprendre les différentes formes que peut prendre son investissement et explorer son rôle dans la croissance des PME, dans l'industrialisation et dans le développement de l'écosystème entrepreneurial togolais. Pour cette table ronde, nous aurons deux regards complémentaires. Nous aurons tout d'abord Monsieur Rodrigue Akouyatsa, qui est Senior Manager Marketing et Communication à la plateforme industrielle d'Aditi-Copé depuis novembre 2025. À ce titre, il pilote les stratégies de marketing institutionnel, de communication et de promotion de la plateforme auprès des investisseurs et partenaires nationaux comme internationaux. Auparavant, il a été conseiller auprès du ministre de la Promotion de l'investissement du Togo, où il a été chargé de dossiers relatifs à l'attraction et à la promotion des investissements directs. Merci beaucoup, Monsieur Akouyatsa, pour votre disponibilité. Merci, c'est un plaisir. Bonjour à tout le monde. Donc, j'aimerais tout d'abord commencer en vous posant la question,
Euh, de manière très simple, qu'est-ce que c'est un business angel? Mhm. Je pense que de manière simple, on peut voir un business angel comme, je veux dire, un complément, un acteur complémentaire dans la chaîne de financement en tout cas, des projets entrepreneuriaux. Euh, de manière générale, les business angels sont ces acteurs qui arrivent avec de l'expérience, du savoir-faire, une expertise sectorielle et donc qui apporte cette expérience-là en plus du capital patient au service ou du moins pour contribuer à la croissance des entreprises en laquelle elles croient. On parle de business angel, on parle de gens d'expérience passionnés qui ont une vision d'un système, donc de, de, de comment marche le secteur et qui viennent avec cette expertise-là des gens qui sont capables d'accepter l'échec, même s'ils ne viennent pas avec l'échec. Donc, ils viennent justement pour euh, être ce support, ce soutien aux côtés des entrepreneurs qui sont prêts euh, à fonctionner selon un plan de match, un plan de croissance ambitieux. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais maintenant élargir la discussion pour parler de l'écosystème, de l'industrialisation et de la croissance des PME locales et comment potentiellement les business angels peuvent aider à cela. Donc, ma question pour vous, c'est quel lien faites-vous entre les business angels, l'industrialisation, pardon, et la croissance des PME locales au Togo? D'accord. Écoutez, quand on parle de toute entreprise ou bien même des PME, l'enjeu, ce n'est pas nécessairement de démarrer, mais l'enjeu, c'est le scale-up, le passage à l'échelle. Et on ne parlera d'industrialisation que lorsqu'il y aura ce passage à l'échelle euh, pour une PME. Et c'est là où cela devient important pour une PME d'avoir à ses côtés un business angel qui va avoir un capital patient qui va apporter une connaissance sectorielle, l'expertise nécessaire pour soutenir la PME dans cette phase de croissance-là. Et c'est lorsque cette phase de croissance est véritablement amorcée avec une intégration dans les chaînes de valeur, comme on sait le dire, que on parlera d'industrialisation proprement dite à l'échelle de l'entreprise, bien sûr. Et donc, je dirais aujourd'hui, le business angel est un peu ce pont euh, qui va permettre à une entreprise ou à une PME qui le souhaite de faire ce saut de croissance, d'avoir un accompagnement euh, approprié. Donc, voilà, c'est le lien que je peux faire entre les business angels. Il n'y a pas que les business angels, mais dans le cas précis, c'est vraiment du capital patient qui va pouvoir réduire un peu de pression sur l'entrepreneur ou la PME, mais bien sûr d'apporter ce volet de connaissances, de savoir qui est très important pour la croissance des PME. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Akoyatsa. Je retiens que les business angels peuvent fournir du capital patient, de la connaissance sectorielle et aussi être un pont entre différents niveaux de croissance. Donc, justement, sur ce point, quel rôle vous pensez que les business angels peuvent jouer pour aider justement les PMI locales à passer d'une petite production à des chaînes de valeur plus structurées, industrielles et exportables. Je pense il y a des points clés sur lesquels, en fait, avoir des business angels à ses côtés en fait, les business angels peuvent avoir une valeur ajoutée. Par exemple, on parle de croissance, on a besoin de sursaut technologique, on a besoin d'un gap technologique à,
enclencher. Donc, on parle d'innovation. Quand on est PME, on veut passer à la croissance, il faut innover. Et donc, la présence des business angels aux côtés permet de disposer, par exemple, d'un réseau, d'un historique sur l'innovation appropriée, comment gérer l'innovation. Et donc, peuvent accompagner les PME togolaises, justement, à accélérer leur développement. Je pense que les business angels peuvent jouer également un rôle de networking, mais de réseau. Ce sont des gens d'affaires avertis qui ont beaucoup d'expérience et donc naturellement ils investissent dans cette entreprise. Forcément, si l'entreprise se structure selon le rythme voulu, ils peuvent leur ouvrir également des portes également en tout cas sur le marché. Il y a un point qui est très important aussi et que on parle toujours de financement, mais également, quand je parle de savoir, c'est que les business angels peuvent également porter une valeur ajoutée sur le plan, par exemple, de la gouvernance. Recommander aux entrepreneurs la gouvernance appropriée, qui va leur permettre justement de se structurer et d'avoir comment dire, des process, des procédures qui sont à la hauteur des meilleures pratiques d'affaires et ensuite pouvoir progresser, quoi. Donc, je pense que ces éléments mis ensemble de support en matière de conseil et innovation, de la gouvernance, naturellement le financement qui est très important. Mais tout ce savoir aussi peut permettre aux entreprises ou aux PME de développer une forme de résilience face au choc. Business Angel, il a beaucoup d'expérience. Il en a vu des chocs dans sa vie, donc il sait être un peu, je peux en tout cas, ce support pour réorienter les actions de la PME pour qu'elle soit sur le bon track, comme on peut le dire en anglais. D'accord, merci beaucoup. Oui, je pense que comme vous le dites, la gouvernance, c'est quelque chose que peut-être souvent n'est pas associé nécessairement avec les business angels en termes de l'aide qu'ils peuvent apporter, euh, comme vous avez mentionné, en termes de structuration et la résilience face au choc. Je voulais vous demander maintenant, peut-être est-ce que selon vous, il y a des secteurs dans lesquels vous pensez que les business angels pourraient avoir plus d'impact au Togo, de votre expérience, ou peut-être les types d'investissements ou l'échelle à laquelle les business angels peuvent intervenir sont peut-être adaptés, selon vous, à certains domaines en particulier, ou à certaines échelles. Je m'excuse. Donc, non, je ne vais parler que de ce que je connais et quand on regarde l'écosystème, l'environnement économique togolais, l'agro-industrie est une priorité gouvernementale, mais également le secteur agricole emploie environ, je crois, au minimum 60% des personnes actives au Togo économiquement. Donc, naturellement, l'intérêt serait pour l'agro-industrie. Mais l'agro-industrie, mais dans des secteurs niches. Je veux dire, aujourd'hui, au Togo, on produit, on a du karité, donc il y a peut-être un intérêt pour le cosmétique là-bas, avoir des PME dans le secteur, dans l'agro-industrie, mais orienter la transformation du karité, la production du beurre de karité. Donc, c'est un secteur qui peut être très intéressant pour les business angels. On, non seulement pour les business angels, mais également pour les PME. De manière générale, on a des crops ou des filières telles que le soja, le sésame, le café, le cacao, qui sont également des filières à fort demande sur le marché international et pour lesquelles on gagnerait en valeur ajoutée à une transformation locale. Et donc, avoir un business angel à ses côtés, on peut bénéficier de son expérience,
dans le secteur industriel, mais également son network à l'étranger, justement, pour faciliter l'accès à des marchés qui sont, je dirais, très rentables. Donc, moi, d'emblée, je vois ce secteur-là. Et naturellement, quand on parle d'agro-industrie, on va parler de secteurs connexes tels que l'emballage, pour lequel il y a une forte demande sur le marché parce que ces produits qu'on transforme, il faut bien les mettre en package, il faut bien les emballer pour pouvoir les commercialiser. Donc, ça également, je trouve que il y a il y a un fort intérêt à ça. Donc, moi, naturellement, je parle agro-industrie parce que on est un parc industriel et donc on a des commodités ou bien des infrastructures qui permettent aux agro-industries de performer. Mais il y a un secteur également pour lequel le Togo a un historique, le textile. On a une vieille tradition textile, non, en tout cas une histoire riche dans le secteur textile au Togo. Pourquoi pas le secteur textile, la transformation du coton, de la chaîne complète en tissu ou aller jusqu'à à la couture pour les habits et les vêtements, mais également tout ce qui peut être autour, comme le recyclage du secteur textile. Donc, ce sont des secteurs à valeur ajoutée. Le textile, l'avantage même qu'on y voit, c'est également, c'est très pourvoyeur d'emplois. Donc, un entrepreneur, une PME dans ce secteur-là a un double impact, hein. Il y a l'impact social de création d'emplois, mais également la création de valeur ajoutée. Et je pense que c'est un secteur qui peut, pour lequel l'appui des business angels auprès des PME peut être très intéressant. Donc, je vois ce secteur-là, l'agro-industrie, le textile, peut-être pas bien parce que le parc industriel est fait pour accueillir ces, euh, ces, ces- ces secteurs-là. Mais ça peut être très intéressant. Mais si on voit au-delà du parc industriel, aujourd'hui, le Togo est un hub logistique. Donc, le secteur logistique également peut être un secteur à fort intérêt. La chaîne logistique de l'entreposage, la chaîne du froid, qui peut être aussi un secteur à développer. Donc, tout ce qui est autour de la logistique également, je pense qu'il y a un fort potentiel parce que le Togo est un corridor logistique naturel en Afrique de l'Ouest, une porte d'entrée. Et donc, les services logistiques qui peuvent être greffés autour également peuvent être intéressants. Donc, on peut pas parler d'industrialisation sans parler de logistique. Et donc, je pense naturellement, oui, ça peut être bénéfique pour toute personne qui souhaite investir dans ce secteur-là. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais maintenant poser la question. Euh, Par rapport à un peu la convergence de tous les acteurs et parler un peu de tous les acteurs clés un peu de l'écosystème. D'après vous, comment les institutions publiques, les plateformes industrielles, les grandes entreprises et les réseaux d'investisseurs peuvent-ils mieux collaborer pour renforcer l'écosystème entrepreneurial? Est-ce qu'il y a, par exemple, des initiatives dont vous pensez que vous pensez pourraient bénéficier de l'écosystème ou peut-être certains acteurs que vous pensez qui seraient intéressants de booster ou de renforcer dans cet écosystème-là. Et en particulier, je dirais aussi tout ce qui concerne les collaborations entre investisseurs et les plateformes industrielles, par exemple. Euh, Je, je, je vais prendre la question sous un autre angle. Les PME ont besoin d'un écosystème pour leur croissance. Aujourd'hui, il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre déjà au Togo pour soutenir la PME, notamment à travers l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises. On a le Bureau de restructuration de mise à niveau des entreprises. On a l'Agence de promotion des investissements qui joue un rôle de connecteur. Et donc, le FAEJ,
le MIFA, toutes ces institutions côté public qui ont été mises en place justement pour soutenir l'écosystème entrepreneurial. Une chose est d'impulser les politiques publiques, une chose est d'avoir de l'espace pour pouvoir les réaliser. Et c'est tout, et c'est tout l'avantage de l'écosystème de la plateforme industrielle ADTKP, des plateformes industrielles comme la nôtre, où justement l'entreprise a besoin d'avoir des infrastructures telles que de l'eau, de l'électricité, un terrain sécurisé, un accès à un écosystème pour faciliter la mise en relation pour les matières premières, un, un port sec ou des services logistiques justement pour faciliter l'importation et l'exportation des marchandises, un guichet unique de l'État pour faciliter les formalités administratives et l'embauche des ressources humaines. Donc moi, je pense que l'écosystème est là, il est prêt. La plateforme industrielle Agricope est l'infrastructure complémentaire, un partenariat public-privé qui a été rajouté il y a 5 ans par l'État justement pour permettre aux PME d'avoir un endroit où exprimer toutes leurs connaissances, toutes leurs innovations et c'est notre rôle. Naturellement, pour que l'écosystème progresse, il faut que l'écosystème s'assoit souvent ensemble pour discuter. Et je pense que ça, il y a déjà un cadre de dialogue État-secteur privé qui permet justement à l'État et au secteur privé de se retrouver pour évoquer les enjeux. Mais là, en termes de solutions concrètes, c'est aujourd'hui la PME, elle a besoin de l'eau, de l'électricité, une capacité importante d'électricité avec une fiabilité justement pour pouvoir produire, avoir accès aux services de certification pour que nos produits soient reconnus à l'étranger. Donc, c'est tout cet ensemble dont on a besoin et que on retrouve en partie à la plateforme industrielle Aléticopé, une plateforme industrielle qu'on peut retrouver dans d'autres pays, hein, puisqu'on parle de World Business Angel, donc ça s'applique à d'autres pays, mais également que nous avons ici et qui permet aujourd'hui d'avoir une offre qui peut répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Et pour les business angels, de savoir qu'on va accompagner une PME qui va fonctionner dans un écosystème comme le nôtre, où les infrastructures sont de qualité, où il y a de la prévisibilité dans le fonctionnement, c'est rassurant parce que à la fin de la journée, le business angel, il est en train d'investir, il a besoin d'avoir une visibilité sur le retour sur investissement, il a besoin que l'entreprise soit dans un écosystème moderne où il peut vraiment produire, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Akweyatsa. Nous arrivons au terme de notre table ronde. Merci beaucoup, Monsieur Akweyatsa, pour votre disponibilité et pour vos éclairages et pour vos commentaires. Merci beaucoup, Monsieur Akweyatsa. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant poursuivre avec la deuxième table ronde consacrée au thème Au-delà du financement par équité, exploiter le potentiel des investisseurs providentiels au Togo. Je vais maintenant donner la parole à Dr Ayemi Lawani, qui est le modérateur de ce deuxième panel. Docteur, vous avez la parole. Okay, thank you. Thank you, Edu. I've been told that this fireside chat will be in English. So allow me to continue in English after the introduction of Edu. First of all, let me say good afternoon or good morning from wherever you'll be listening to this video. So good morning, good afternoon to everyone, fellow investors, entrepreneurs, members of diaspora, partners of the entrepreneur ecosystem. It's a pleasure to welcome you to this fireside chat, which is part of the World Business Angels Investment Week 2026 in Togo. Over the past few years, conversations around entrepreneurship in Africa have increasingly focused on access to finance. Yet, experience
across the continent has shown us that capital alone cannot build successful companies. More than capitals, entrepreneurs need guidance, they need networks, governance, market access. In other words, they need ecosystems. So more than money and investors, they also need ecosystems. And this is why our discussions today is so important. Our theme today is beyond equity financing, unlocking the potentials of angel investors in Togo. And this team invites us to rethink the role of business angels. They are often viewed as primarily providers of early stage capital. But their greatest value for me frequently lies elsewhere. Angel investors can be mentors, advisors, connectors, even first customers. Sometimes they are board members. So they help founders navigate uncertainty and sometimes help them past mistakes. So for Togo, the challenge before us is not simply to train more investors. The real challenge is how to activate them. How do we move from interest to investment, from isolated actors to organized networks, from occasional transactions to a sustainable investment ecosystems? So how do we build the infrastructure of trust that allows capital, expertise, and opportunities to flow effectively between the investors, founders, incubators, even public institutions? So these questions are particularly relevant at a time when Africa is entering a new phase of economic integrations through the African Continental Free Trade Area, while at the same time benefiting from a growing global diaspora, eager to contribute knowledge, network, and capital back to the continent. So my name is Ayemi Lawani. I'm a member of Togoban. And to help us explore these issues, it's my pleasure to chat with someone whose work has been dedicated to building exactly these kind of bridges. Joe Kenvi is a system-focused entrepreneur, he's an investor and ecosystem builder. He's the founder and CEO of Borderless, an investment infrastructure platform designed to mobilize diaspora capital for Africa. Throughout his career, Joe has operated at the forefront of innovation and growth, holding leadership roles at companies such as Stripe, Paystack, and TouchStech Payments. He also served on the board of the African Business Angel Network, ABAN, so where he contributed to 7 angel investment ecosystems across the continent. What makes Joe's perspective particularly valuable today is that he combines the viewpoints of an entrepreneur, operator, investor, and community builder. He understands not only how investments happen, but also how ecosystems are designed to make investment possible. So Joe, thank you for joining us today. We are delighted to have you with us. Dr. Ayemi, thank you so much for having me. It's such a pleasure to be here today. I'm wearing multiple hats. I'm wearing my Togolese hat. I'm wearing my Togo band member hat. I'm wearing my entrepreneur hat. And more importantly, I'm very delighted to play part in the World Business Angel Investors Week 2026. Great. So let us begin. My first question to you is about syndication. Mm-hmm. Syndication enables several business angels to invest together. So according to you, what potential does this hold for Togo, particularly in a market where individual investment amounts are more limited and where the business angel culture is still emerging? Yeah, so when you think about syndication, it's probably one of the greatest opportunity for Togo and the wider continent.
specifically, what syndication does is it allows people to pool money together. And what that means is it significantly reduces the barrier of entry to angel investing. When you hear about angel investors or angel investing across the world, you are automatically thinking very rich people who have a lot of money. But with angel investing, we're now really lowering the barrier to entry to many, many, many angel investors. But what that also means is there's more capital available. For example, if one angel investor needed to invest 20,000 with a syndicate, now you can have 10 people investing 2,000. And that means that, well, they get access, which is really, really important. They get to share the risk. They're not going in with 20,000, they're going in with two. And also they get an opportunity to do more work together. And instead of having one or two eyes looking at one deal, now you have 10 different people essentially providing different inputs from different angles to be able to have a look at a deal and also help de-risk that particular deal. And I feel like we don't have enough of these across the continent. And Togo also needs a lot more because now we can open the door to many, not just startups, but also like small and medium enterprises who can benefit from not just capital, they can benefit from capital, they can benefit from expertise, they can benefit from market access. And angel investors, anybody who gives you money has essentially interest in your company. And it's in their best interest for your company to succeed. So I think we need more angel groups. And oftentimes when you hear about angel group, it's only for tech startups. And that needs to change, especially in Africa, because we don't have enough tech companies, but we have a lot of SMEs. We have a lot of people doing business in agri. We have a lot of real estate projects happening. And I think that we need to essentially widen the scope of what angel investors can invest in. And as a result, widen the scope of what syndicates can invest in. Okay, thank you. So it means syndication is important, especially for markets like Togo, and other countries in Africa. And Yes. So going from that, in your view, what best practices should be put in place to ensure a successful syndication between business angels? How, according to you, what are the best practices to help bring these people together? I think the primary necessity for a syndicate is to have one lead or one lead or a couple of leads. Essentially, you have people who are like, hey, we are going to be the head of this syndicate. What that helps with is it helps in pulling the right type of people. And Togoban is a great example where you have Madame Ige who leads Togoban. And as a result, she pulls in her network. And having a good lead is, in my opinion, non-negotiable. The second really, really important thing is the right type of paperwork. For investment to happen, you essentially have many people pulling the money together. And that has to be a very easy way for people to essentially invest their capital. And if you put that in place, it makes it much, much, much easier. And the work that we're doing at Borderless, which it's a company that builds infrastructure for syndicate angel groups, is to essentially provide templates to new or emerging syndicates to be able to do more. And the last thing is the right syndicate needs the right governance, right? You need the right rules, you need the right ways of running the syndicates. And I think many syndicates need to really think around, like, how do we really operate? What do we invest in? What is our investment thesis? Because it helps essentially shape the direction of that particular syndicate. So you need a good lead, you need the right paperwork framework, and you need the right type of governance in order to do more at scale.
All right, thank you. Quickly, a follow-up question. What Mm. kind of format should a syndicate have? Is it like an association, an enterprise, a private enterprise? What are your thoughts about that? I really think it doesn't matter, right? Okay. What we don't, so when you go to the US, for example, there are like standards. So in the US, you hear of SPVs or special purpose vehicle, and they're quite standard. And what the reason why they came to life is you have a company called AngelLists, who I think is like 15 years ago, they started building the framework of what syndication should be. In the UK, there is there is a structure here in the UK. It's a company, but the company is structured as a trust. So the way it works is you have that company, and that company makes all the investments on behalf of everybody, and everybody has a Okay. sort of like share certificates. In Africa, and I'm sure in Togo, we don't have we don't have a standard just yet. And many times I've heard so many groups deciding how to get the deals done. But I think the how is actually the easiest part. Having the ability or the capital to invest is what we need to focus on. And like I can tell you right now that many angel investors that I interact with, it's not because they don't have money. There is money out there, especially those who are in syndicates. We need to figure out how to essentially motivate them to deploy that capital and provide them with the right opportunities, to deploy that capital in. And when you think about angel investing in Africa, it's very new. Angel investing is historically very risky, but it doesn't have to be that way because in Africa, interest rates are quite high. What that means is that creates a barrier to many, companies and startups to get access to capital. It's the right space for angel investors to come in because, again, they don't have to do startups when they're investing in a guy on a laptop. They can invest in somebody who runs, a factory, but then the bank is taking 3, 6, 9 months to provide that lending, and that lending is going to come at 25, 30%. But if that's just the way banks work in Africa, and on top of that, they're asking for title deeds and they're asking for one arm and one leg. There should be a world where angel investors can step in. Now, they might not make 20 times the money, but if a bank is charging 30% and angel investors come in at 25%, or they do some sort of like profit share, to do profit share, you need to have profits, right? So angel investors can really come in there to help these companies move from like here to here. It's really, really important. So I think we need to reimagine what angel investment looks like in Africa. It doesn't have to be a loss-making endeavor. There will be risk, but the risk doesn't have to be like elevated where you're investing in one young guy with a laptop who is building an application, right? No, it's really interesting. Even the work you're doing, because when you think about it, most of the time when we think about angel investors, we kind of think about people coming from Europeans, Americans coming to invest in Africa. But making sense and thinking that Africans have the resources to invest, even Africans living in Africa and Africans from the diaspora, and they have this advantage of the knowledge of the context, the knowledge of the countries and all those things. So I think that's also a little bit important. What do you think about that? Yeah, I think we have to start doing our own things in our own way, right? And having that local context actually gives us an edge in order to invest locally. So we need to lean into that because like there are really, really good deals, and you have people who come from outside, they will take it because the returns are so good. And I was in Nairobi recently and I met a lot of Europeans who they're setting up family offices in Nairobi in Kenya.
And those family offices are investing in everything and anything because the returns are just much, much better. And now these returns are not new. They've always been in front of us, but we haven't, opened our eyes to see it. And I think that we have the moral obligation to invest home. And if we don't, other people will. And what happens is when other people stays in our economies as possible. And because the beauty of money is, when you leave the money in the bank has to pay you interest because the bank needs to lend that money out and get higher interest, whatever, whatever. So money is like the more of it you have. So we need to find ways to keep as much money locally as possible and invest in businesses. And again, it doesn't have to be early stage startups. It doesn't have to be idea stages. It could be really mature. But as you're doing that, you become a stimulant to your economy. And now you're challenging the banks. And an angel syndicate might be the reason why a bank starts moving faster because they're missing out on all the good deals. But if you're just leaving it to all the banks, they'll keep doing the same thing and there will not be economic activity in our country. So all right, thank you. Now let's get back to specifics in terms of what angel investors are doing or what they can do with businesses. And so my question here is, for you, how can these business angels help create a reliable pipeline of companies ready to be connected with investors, investment vehicles, and even funding opportunities? yeah, so I think I don't really know where to start. So a lot of angels, usually they're not purely investors. They're essentially market builders. And what I've seen with angel groups and angel networks is because some groups exist, companies actually start. So Okay. yeah, what I've seen is, you have folks who are like, oh, I'd love to start a company one day. But so I watched an interview of James Dyson, the Hoover, the guy who made the Hoover. He took a loan from the bank after 10 years of trying to be an entrepreneur. And this was in the early 90s, and there was no angel investors. If there was angel investors, James Dyson would have started a lot sooner. And, his company is probably worth more billions now. So angel collectives, angel groups, business angels can actually be the reason why more and more companies start because people know that, well, if I start, I have access to capital, right? And I think so they become market builders, right? They become market creators, they become market enablers, and just pure by the function of them existing. Beyond capital, one thing that I've loved, I don't invest anymore because I'm a founder now. But one thing I enjoy beyond investing in companies is supporting them. And support can come in so many ways. And the best way I can support founders is introduction. I think it was, what's today? Today's Monday. Last week, we invested in a company maybe like 4 or 5 years ago. And the founder reached out to me. He's like, hey, Joe, can you introduce me to so-and-so person? I didn't reply, but what I did was I just copied the message and I sent it to my team, and my team did the intro. And I forgot about it, right? But then she texted me again, like, oh my God, Joe, thank you so much for the intros. And then I'm like, which intros? I'm like, oh, yeah. Like, just the fact that I copied that message and sent it to my team, then the intro is done. And it took me 1 minute. But that 1 minute that I spent with that founder could be worth a lot more. And they look at me differently. So I think angel investors just do a lot more beyond investing. And the other one I wanted to add is angel investors are the best customers. Best customers. So when we started Borderless, and we launched Borderless in July last year, one of my angels, the reason why he invested was because he wanted to use the platform. And he really wanted to see the platform come to life.
So he gave me money. He invested in the company, and he's now one of my most active customers. So, like, I think more angels need to find things that they really understand, things that they would become, companies that they can become customers of and invest in them. Because if you really understand that company, you need that company, and you want that company to succeed, like, why won't you put money into it? So, like, business angels are real catalysts of economies. They really help innovation because, again, innovation really, really matters, and innovation involves risk, and banks will not invest in anything risky. And if we want to see more companies, then we need to take more risk. Means we need more business angels. It's like that compounding effect. And when you look at Silicon Valley, companies like Apple, Microsoft, these companies that started 40, 50 years ago are household names. If you dig into each one of them, it's because they had angel investors. They have somebody who was willing to take a bet on them and give them the chance to do something great. And I think if we want to see the next Apple, Microsoft, the African version of these companies, we're gonna need more angels to deploy capital. So, like, the role we can't underestimate the role of business angels, especially across Africa, because we need to take more risk, and we're not taking enough risk. If Dr. Ayemi, if I brought you OpenAI in 2017, you'll look at me, you'll be like, no, Joe. If I brought you OpenAI now, you'd be begging to give me money, right? So I think, again, not every startup is going to become an OpenAI, but we need to figure out how to essentially enable many people to take risks. And I think our business angels allow that. Okay. So my next question is more, I know we read books and all those, theories, but I want you to give us your experience based on, or your answer based on your experience, knowing the fields. For you, at what stage of a company's development can business angel have the greatest impact? Is it at the idea level, startup level, commercial traction, growth, preparation for fundraising, And yes, we have some answers in books and all those things, but I also want something specific to Africa because it might not be the same thing across continents. So please. Okay, my answer is going to be very specific to where we are today in the world. And we live in a world of AI. For those who don't know, AI is artificial intelligence. But we live in a world of AI where coming up with an idea is probably the easiest thing. Ideas are a dime a dozen. Even building prototypes are very easy now. Doc, you and I can build 2 prototypes before the end of this call using Claude. So idea, prototype, everybody can do that. The hardest part right now for many startups is you've built it and you need to sell it. So how do you generate revenue? How do you find your first customers? And I think that's where business angels come in very nicely. My example, I had one business angel who invested in my company and became a customer. That's the best angel that anybody can have, right? But beyond somebody becoming a customer, they can actually introduce you to your next 100 customers. Wouldn't that be amazing? So that's like a real value creating angel. To answer your question specifically, it's no longer idea, it's no longer a prototype, it's exactly where the business is generating or starting to generate revenue. And I feel like more business owners, startup founders need to start talking to angels as some revenue is coming in, as they can show that this thing is viable, as they can show that customers are willing to pay for this. And it's actually the best time to start talking to not just angels that are going to give you money, but angels that can help you make a lot more revenue than the one you'd make by yourself, or angels that are very strategic.
So if you're somebody who's building a fintech, for example, your angel is somebody who probably works at a bank that can help you with that license. Your angel could be somebody who works at the at a central bank who can help you with something. You have to really think about finding the right angels. And I think the same thing applies to angels, which, angels, again, the question that they're asking is, how am I going to make my money back? Right. So angels are also looking at, hey, yes, you have an idea, so what? Like, how is this idea gonna generate revenue? So it's that sweet spot. Not before you're very big. When you're very big, the bank will give you money. But when you're at that stage where you just started making some money, you have a couple of customers, you want to go from 10 customers to 1,000 customers. That's the best place for many, many angels to come in to really provide that support, because like you're going from being a startup to a proper business. And that's where the support can be useful. And I've been a beneficiary of this support. Okay, and nowadays, a lot of this support comes from not only people locally, but also from Africans living in the diaspora. So my next question also is related to your experience, especially with borderless. What lessons from borderless could inspire us in Togo to mobilize our diaspora around startups? Because we have a lot of discussions, a lot of news today talking about the power of the diaspora and how the diaspora has resources, but how can we mobilize that around our startups, around our SMEs and our kind of even collective investment vehicles to bring something? So the secrets I'm gonna give to everybody on this call is the diaspora has a lot of money, a lot of it. So it's not a money problem. Now, when I'm saying diaspora has a lot of money, we're essentially just running some basic numbers. So the diaspora might not be able to give you $200,000, but it can give you 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That brings us to the initial question, which is syndication, right? Like myself, I started a syndicate, diaspora-focused syndicates. So diaspora has money. They have a lot more disposable income. They're young, they're agile, and they're looking for where they can make more money. Simple. So I think beyond startups or businesses, anybody who wants to attract diaspora capital need to show the diaspora money. And for a very long time, the diaspora was very patriotic. What you see is Joe is Togolese. Joe is investing in a Togolese company. Somebody's Nigerian, they invest in a Nigerian company. That's rapidly changing because of borderless now, where you're not combined to one country, but also digitization is happening very fast. Access to information is happening at scale. And I've seen so many Nigerians go to invest, or so many Nigerian diaspora go invest in Kenya because Kenya provide the best returns. Kenya has stable environments, and Kenya is open for business, is attracting business. And I think businesses, startups, governments needs to figure out ways to tap into these diaspora capital. And the best way to have access to a large pool is through syndicates. So our syndicate has over 1,000 members. And if you want to sell to every one of those people, you're spending so much time talking to 1,000 people. If you come and talk to the syndicate lead, now you have access to 1,000 people. So I think there's a real opportunity for startups, businesses, governments to look at all the diaspora angel groups out there and go tap into them, because the capital is there and you have to be able to show them that you can make them money. Right? The money has to be clear. The last thing is you need to figure out how to show or prove to them that you can send the money back, right? Because there's no point of making money in Togo and the money stuck in Togo. Give me the option. If I want to change my money to pounds, I want to change my money to euro, US dollars, give me the option. And I think Togo has such a unique opportunity to tap into this capital beyond Togolese, because there's not many of us, right? There's not many of us. And people are looking for things that are not very
clear. Like the opportunity is there, but it's like diamond in the rough. And I think Togo is that diamond in the rough. Where I was in Lome recently, there's so many things happening. There's so many opportunities. And I feel like now is the right time for the world to look at Togo and go and make money. I hear you. And one of the things people talked a lot about when we talk about diaspora and investing is trust. Yes. So usually the question of trust comes in, and so my question for you is, how can business angels resolve that issue of trust between investors and entrepreneurs, especially when if I am in the UK or in the US or in France, I might not have all the information I need. So how can I solve that issue of trust? I'm going to sound like a broken record, but back to syndicates. The good thing about syndicates is you're not tied to a specific region. What that means is if, say, my syndicate is investing in Togo, we probably have one member who is either Togolese or lives in Togo. What that means is you have another point of reference to do your checks, to do ETC, and get that opportunity across the line. So just being part of syndicates significantly reduces that trust barrier because you either know somebody and the deal has gone through so many checks before you see it, because the syndicate has a responsibility to make sure that they bring good deals because that's how they make money. So just being part of a syndicate makes it much, much easier to have access to the right opportunity. If you are just one individual talking to somebody on the internet, like it's hard to corroborate or double check the information. That's the first part. The second part is, I believe that the government has a very big role to play in fostering trusts. What that means is, it should be very easy for somebody to double check a certain type of information. For example, let's say we are investing in a business in Togo. How can I go and check that this company is actually legit? Is there a repertoire of company details where you can essentially check? The UK has it. Right? I don't know if America has it, but in the UK, there's a place where if you type my company's name, it'll come up. You'll see, okay, Joe is actually the director of this company. This company's office is here. And I think beyond Togo, I think there's already something in Togo where you can see good data points about company, which is fantastic. So I think governments have a role to play, but beyond that, it's also really important to be part of a group that can essentially help you de-risk. The last thing that I wanted to add to this is it always helps to have somebody on the ground. So imagine somebody making an investment in Togo without talking to Togo man. You're going to lose money. So, and I think that's where Borderless comes in very nicely. So Borderless essentially has all the different networks, all the network groups are talking to each other. What that means is if you have London ban who wants to invest in Togo, they talk to Togo ban. Like, hey, we're thinking about these investments. Can you help us? So building these networks really, really helps. And it helps de-risk investment and foster trust. And one thing I've also seen is many times when London ban wants to invest in Togo, they ask Togo ban, have you invested? So if Togo ban has not invested, what business does London ban have invested in the company that a local angel network has not invested in? So these are signals that I think investors, groups, syndicates need to leverage in order to increase trust and do deals where they can get their money back. Interesting. When we talk about trust, we, of course, I talked about the diaspora, but more and more we see that locally we have a middle and upper class that has more resources. So one of the questions now we ask ourselves is how to mobilize endogenous local capital. For example, in Togo, how can we mobilize that capital to also support startup and SMEs? I think you have to understand this middle class. That there's a lot of work to do. When you think about a lot of the middle class, many African countries, you have people with generational wealth, but the middle class is very new. What that means is the money is also very new.
And nobody who has money wants to lose it, right? So if you have something small, you have to be very careful about not losing it. So people are in the diaspora, but also in the middle class, people are in capital preservation. And the way you can see that is when they have money to go buy land, they can see the land, and then they build a house on it. So it's culturally appropriate, but also beyond that, no, the land is not going to disappear tomorrow. It's safe. You can see it. You have the title. There is nothing wrong with that, but we need to find ways to slowly educate the middle class about other asset classes. Land is fine. You go buy your land. It's okay. But when you've spent $20,000 on land, join a syndicate, invest 1,000 in a startup, invest another 1,000 in an SME, invest 1,000 in the BVRM. As you're investing in all these different asset classes, you get to learn. First of all, you get to learn about the asset classes, because I don't think anybody should be investing in anything they don't understand. So that education, like investing in these assets, is the price you pay to learn. The second thing is, if you have, again, I'm going to keep using 20,000, you invest a small percentage in something that's a bit risky. The rest is very safe. What that means is if you lose that small percentage, say the 1,000, you still have 19,000 left. It's not a bad loss, right? But you've now learned about that particular asset class. You know what to do, you know what not to do. Talking about the startup, tech startup asset class, many people think that you do one or two investments and then you get a unicorn and then you are balling. And then when they don't get a unicorn, they get upset and they leave. To see returns in startups, you need to make at least 10 investments. 10. And there is a concept called the power law, which is one investment will return all your losses. So for you to really see return, you need to do at least 10 investments. And you don't have to do them all at once. You can do them, 2, 3 a year. So within 3, 4 years, you've done 10 investments. And by the time you're doing your 7th, 8th, 9th, you know so much more about angel investing, and you only get better. So what I'm trying to get to is angel investing is a long-term game. And people who are in the middle class need to take it one step at a time. But if you don't start, you'll never move. So you have to get started. And the good thing with where we are today is it's only 1,000. You don't need that much. And you do 1 or 2 a year, it's fine. Like people want to win in year 1, year 2. Like personally, I've done about 35 investments. I can tell you 2 of those investments have returned all the money that I've lost. 2 out of 35. I'm okay with that. I'm up, but like I had to lose, but I haven't lost everything. But like I had to do that. I have to go through the motion. And I think more people need to think about it like that. What I'm saying is do not go buy your land, put money in the risky stuff, but use angel investment as a diversification tool. Because again, Africa is very young. Investing in being an angel investor now in Africa is like being an angel investor in the 1980s in the US. So you just have to go through the motion. Till in 2001, 2004, you find Google. That's 22, 24 years to find Google, right? Maybe some people might find the Google sooner, but once you land on a Google or Amazon or SpaceX or whatever, all the money will be returned, but you have to go through the motion. Yeah. So for someone in Togo right now saying, okay, where should I start? You say, well, Togo back. Put 1,000. Okay. Well, so 1,000 in Togo is it's a 500,000. 500,000 francs is a lot of money. I can tell you as a Togolese, 500,000, sometimes is a lot of money. 500,000, 500,000, 10 people, that's 5 million. 5 million can change many businesses in Togo. And again, it doesn't have to be, a company that's writing software. It could be the lady who's struggling to get that loan at the bank, but they have a very good business plan. They have customers.
Maybe they just don't have the right systems to get that cash flow in and out so that the business can keep turning. And if you inject 5 million into that business and help the person fix what they need to fix, that 5 million can become 10, 15, 20 million very quickly. And you have to be willing to support this person. Now, it shouldn't be, I'm giving you 5 million and I own 50% of your business. No. So we have to find the right balance between. And it's about, hey, this is maybe a convertible loan. You don't have to pay us back immediately, but you pay back with some interest. The interest is lower than what you get at EcoBank. And, we can help you get more customers. So beyond the capital, you become value add. And as that business grows, everybody wins. And I would put 5 million in a company if the returns are 20% a year. That's 1 million every year. That's not a bad return. And the diaspora is hungry for deals like this because if you leave your money in the UK, you're making best case 5%. Best case. That is 250,000. But if Togolese syndicates say, hey, it's going to be, we all pull the money together. Now you put in 500,000 and you make 20%, that's 100,000. That's a lot more than what you'd make in the UK. And that's 20% is fantastic for many UK citizens. And if you go to the bank say, oh, you need to have 10 million in order to even get a chance at 20%. So your small money can generate far much higher returns in Africa than it would in the UK. So now we're seeing the diaspora invest in a lot of stuff across the continent because the returns are higher, the risks are lower. And I think to get started, just be a little bit open-minded. Don't be short-sighted. Go in with the mentality of willing to help beyond investing, because you might be a domain expert in something that that person actually needs, and your investment plus your support can be the thing that takes that company from 10 million to 100 million. Now you become value added. And I think there is a lot of opportunities and people just need to be patient, support the businesses, help them organize, help them become real enterprises, and everybody wins. And Togo wins, the investor wins, the business wins, everybody wins. Yeah. Awesome. We have a couple of minutes left. I have one last big question for you. Okay. Because I know you are also, you are an entrepreneur, but you also have in mind, the big picture. So my last question for you is, what public policies or institutional measures for you, according to you, could foster the emergence of a genuine business angel ecosystem in Togo? We need to harmonize so many things. I think I said earlier, in the US has templates, UK has templates, Africa has no templates. We need to harmonize how to become an angel investor across Africa. I meet angel investors in Kenya. They behave completely different from the ones in South Africa, behave completely different from the ones in Egypt. And I think there's that harmonization that needs to happen. For that harmonization to happen, we need to see more cross-border investments. So like Togoban is saying, oh, we don't just invest in Togo. We invest in Benin, we invest in Ghana, we invest in Morocco. And when you start doing more cross-border investments, you see that there will be a forced need for harmonization. And that's where the AfCFTA comes in, and the African Union comes in, to be able to essentially create a really good framework for people to invest across borders. Right now, what you see is many companies, if you're investing in my company right now, you're investing in the UK. What that means is money is leaving the continent. Why is Togoban pulling CFA and sending it to the UK? Now, if you guys want to invest in my company, that's a whole different story. But really and truly, let's be very objective. Why is Togoban sending money to America? We need to figure out the right policies that enables businesses to have some sort of I don't know if you heard the conversation that Edu and I were having. We need to have a Delaware for Africa. And that money is housed somewhere in Africa. And when we have that entity, then there's a lot of harmonization that are happening across the board.
What that means is if you're in Egypt and you want to invest in South Africa, you don't have to think too much because the processes are there, the rails are there, the investors are there, and we can do more investments. And when you look at trade, inter-Africa trade is actually very low. It's worrying. Things like 10% or 15%. If there is no trade, there's no investment. So as the AFCFTA implementation continues, I hope to see more trade integration. What that means is that will force more investment to happen. And ultimately, it's for the good of Africa. So like we need to start thinking policy really, really matters, but action sometimes forces policy. When people are actually trying to do things and they're getting blocked, now they're really incentivized to go do something about the policy. And we're starting to see that happen where, like I spoke to a lady who does business so she's Kenyan, she does business in Ghana. She has to export her goods from China. Why? Why? Like it's mind-blowing. So we need to do a lot of work around policy so that Africans can trade with Africans. What that means is Africans will invest in more African businesses. And I want to see the GDP of Africa go. We're currently at 3.5 trillion. How quickly can we get to 20 trillion? When we get to 20 trillion, then we're competing with the China, the US, and that requires harmonization. So yeah, I'm super excited about the future of the continent. And I like to believe that I'm a true Pan-African, and I believe in the success of our continent. And policy will really help us more harmonize and deploy capital across borders. Well, Joe, thank you. Thank you so much. I was going to ask you to give us the last word, but the last sentences or the last few sentences you gave is giving us a lot of hope. So thank you very much for sharing your insights, your experiences, and the practical lessons you shared with us today. Our conversation has highlighted an important reality that building a thriving entrepreneurial ecosystem is not simply by increasing the amount of capital. It's about creating conditions that allow capital to move with confidence. And so we have heard a lot from you, the importance of syndication, the power of diaspora, the need to prepare entrepreneurs for investment, and how investments or investors do not bring only capital. They bring more than money. They bring experience, they bring mentorship and access to opportunities, as a few examples that you gave us. So for Togo, this is a significant opportunity, and hopefully in the coming months, in the coming years, we'll see a network and ecosystem of angel investors really growing in our country. So on behalf of the organizers of the World Business Angel Investment Week 2026 and Togo Ban, I would like to sincerely thank you. Thank you, Joe Kenvi, for your time and for your valuable contribution. So I also thank everyone who is listening to us. And let us continue together to build an entrepreneurial ecosystem in Togo and in Africa. Thank you very much. Thank you. Edu, back to you. Merci beaucoup, Dr. Lawani, pour cette modération. Nous arrivons au terme de cette session organisée dans le cadre de la Semaine mondiale des Business Angels 2026. J'aimerais dire un profond merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette discussion. Nous espérons que ces échanges contribueront à susciter de nouvelles vocations d'investisseurs providentiels de Business Angels et à renforcer l'accompagnement des entrepreneurs togolais et africains. Merci à toutes et à tous.